Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils viennent de passer la nuit face à la police en garde à vue. 9 individus ont été interpellés hier soir dans l'affaire Quentin Derenque, tous soupçonnés d'avoir une responsabilité de près ou de loin dans la mort de cet étudiant militant nationaliste de 23 ans lynché à Lyon jeudi dernier. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Lyon. Parmi ces suspects, on compte Jacques-Élie Favreau, attaché parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. Oui, Jacques-Élie Favreau, surnommé Jeff, a été le cofondateur avec Raphaël Arnaud du mouvement de la Jeune Garde à Lyon en 2018. C'est un très proche du député LFI qu'il a récompensé en 2024 en le nommant assistant parlementaire, fonction auquel Raphaël Arnaud a mis fin hier. Favreau, lui, est connu pour sa brutalité lors des rassemblements. Il n'hésitait pas à faire lui-même le coup de poing et incitait également beaucoup les jeunes membres du mouvement à frapper les adversaires politiques lors des affrontements, notamment contre les identitaires. C'était clairement un des meneurs de la Jeune Garde. Jacques-Élie Favreau a été étudiant à Saint-Étienne, titulaire d'un Master 2 en sciences politiques, avant donc de devenir assistant parlementaire en 2024. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir ce qu'il faisait à Lyon jeudi dernier, lors de la venue de Rima Hassan. Comment est-il venu? Qui a payé son voyage, par exemple? Lui qui, en tant que collaborateur parlementaire, est payé avec de l'argent public. Jean-Luc, que sait-on des autres personnes interpellées hier ? Alors, 2 jeunes femmes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir hébergé certains suspects. Les 6 autres interpellés auraient, eux, joué un rôle direct lors de l'attaque contre les militants nationalistes, dont Quentin Derenque. 2 d'entre eux, Adrien B et Robin C, la vingtaine, sont des militants connus et actifs de la Jeune Garde à Lyon, amis d'enfance de Favreau et originaires de Haute-Loire. Tous sont en garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures. Merci Jean-Luc Boujon en direct de Lyon pour Europe 1. Ce matin, on l'apprend à l'instant, la porte-parole du gouvernement Maud Brejon demande l'exclusion du député LFI Raphaël Arnaud de l'Assemblée nationale. Et c'est justement la question du jour que l'on vous pose sur le site et l'appli Europe 1. Raphaël Arnaud peut-il rester député? Vous répondez dès maintenant. L'étau se resserre autour de la France insoumise. Titre ce matin le journal Le Figaro. Du RN au Parti socialiste, une grande partie de la classe politique l'accuse d'avoir une responsabilité morale dans cette affaire. La séance de questions au gouvernement avait des airs de tribunal hier. LFI a du sang sur les mains, a martelé le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Faites le ménage dans vos rangs, a lancé Sébastien Lecornu. Réponse des Insoumis, nous n'avons rien à voir avec la mort de Quentin. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. En guise de défense, Jean-Luc Mélenchon choisit l'attaque. Il accuse la police, il défend la Jeune Garde. Il estime n'avoir aucune leçon à recevoir du Premier ministre. Mais nous sommes en période électorale, Alexandre. À 1 mois des municipales, cette affaire semble être un point de bascule pour LFI. Oui, parce qu'elle est pour beaucoup l'aboutissement de la stratégie de brutalisation théorisée par Jean-Luc Mélenchon. Entretenir le rapport de force permanent, tout conflictualiser, cultiver l'ambiguïté sur le recours à la violence. Tout cela a des conséquences, selon Gérald Darmanin, hier à l'Assemblée. Il y a de la brutalisation quand on dit que la police tue alors que 10 à 15 policiers et gendarmes meurent par an. Il y a de la brutalisation lorsqu'on met la tête d'un ministre, en l'occurrence Olivier Dussopt, sur un ballon de football et on se déchaîne sur lui. Il y a de la brutalisation lorsqu'on justifie l'action de la Jeune Garde et qu'on investit aux candidats aux élections législatives son dirigeant déjà pour condamner pour violence physique. Et lors de cette séance de questions au gouvernement, l'absence de Raphaël Arnaud a été remarquée. Le fondateur de la Jeune Garde est au cœur de la tourmente car l'interpellation de son assistant parlementaire interroge. Le député était-il au courant de la présence de Jacques-Élie Favreau à Sciences Po Lyon jeudi dernier? Et surtout, avec quels moyens s'est-il rendu sur place, lui qui travaille normalement pour son député élu à Avignon? Depuis une semaine, Jean-Luc Mélenchon tente d'éteindre l'incendie, sans grand succès à ce stade, car les liens entre LFI et le groupuscule d'ultra-gauche sont avérés, de quoi entacher encore un peu plus durablement l'image de la France insoumise. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. LFI dans la tourmente, Sciences Po Lyon également. Et oui, c'est là que se déroulait le meeting de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, en marge duquel Quentin a été tué. Pour Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à la Sorbonne, l'établissement fait partie du problème. Il était l'invité d'Europe 1 matin. Sciences Po n'est pas un établissement du supérieur, on n'en connaît pas les financements, les gens qui y enseignent n'obéissent pas à l'éthique universitaire, ce ne sont pas des chercheurs et on en paye le prix aujourd'hui parce qu'on ment à une jeunesse en laissant en quelque sorte cet établissement se parer du prestige de ce qui pourrait faire le prestige des vraies universités. Il y a une politisation de l'université, notamment à travers la transformation de la science en une démarche idéologique. On fait de la science quelque chose qui valide une pensée politique. C'est un lysenkisme. On ne travaille plus au service du vrai, mais du bien et du moral, et l'université devient un parti.
L'analyse de Xavier Laurent Salvador à réécouter en intégralité sur le site et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Autre question qui se pose ce matin, le mauvais temps. Jusqu'à quand? Encore de la pluie et toujours pas de décrue en vue. Anissa nous le disait, la tempête Pedro arrive aujourd'hui sur le nord du pays. 4 départements de la façade ouest sont toujours en vigilance rouge crue ce matin. 34e jour de crue en Gironde où 7 communes sont privées d'eau. Le Tarn-et-Garonne également en rouge, de même que la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. C'est là que vous vous trouvez, Antoine Bienvaux, au pont de C, près d'Angers pour Europe 1. Commune fréquemment inondée pendant l'hiver, mais là, on est déjà à plus de 5 mètres et ça continue de monter. Oui, à Denay, Murérigné ou encore dans la commune des Ponts de C où je me trouve, l'eau frôle les ponts ce matin après de nouvelles intempéries importantes dans la nuit. Autour de moi, beaucoup de routes sont coupées, plusieurs jardins sont complètement inondés. Il y a par exemple devant moi ce terrain de football où seul le haut des buts dépasse encore des flots. C'est une zone où les crues sont fréquentes. Les habitants sont préparés à ce type d'événement. Beaucoup ont d'ailleurs des barques ou des petits bateaux chez eux. Mais cette fois-ci, l'inquiétude se fait sentir, notamment en raison d'un facteur que m'expliquait tout à l'heure Claudine, une riveraine. Le problème de cette crue surtout, c'est le fait que ce soit les grandes marées, ce qui fait que la Loire ne peut pas s'écouler. Donc ça risque de perdurer un peu plus longtemps. Des grandes marées qui bloquent la Loire et de nouvelles précipitations attendues aujourd'hui dans la région qui poussent les autorités à prendre toutes les précautions. La ville d'Angers a par exemple déjà fermé ses voies sur berge et va petit à petit couper la circulation sur plusieurs de ses ponts dans la journée. Merci Antoine Bienvaux. Nous sommes le 18 février, c'est aujourd'hui que débute le Ramadan en France. La grande mosquée de Paris l'a confirmé hier soir, adressant au passage ses pensées fraternelles à tous les chrétiens, puisque c'est aussi aujourd'hui que débute le carême. Et oui, le mercredi des cendres. Oui, période d'introspection et de restriction en mémoire des 40 jours de Jésus dans le désert, un chemin vers Pâques qui est d'ailleurs de plus en plus observé par la jeunesse, mais qui est observé en décalage aux Antilles-Guyane, puisque la plupart des chrétiens ne débutent leur carême que demain. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du carnaval. Et puis le sport, football, la Ligue des Champions, la victoire du Paris Saint-Germain hier soir sur Monaco, 3-2. Belle remontada après avoir été mené 2-0. Le match de barrage retour est prévu mercredi prochain, 21h évidemment sur Canal+. Et puis un mot des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. 16 médailles pour les Bleus. Record olympique battu après la victoire en or en biathlon par équipe. La France est désormais 7e au classement général. Et Quentin Fillon-Maillet, puisqu'il a remporté hier le biathlon par équipe, devient le Français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques hiver et été confondu avec 8 breloques. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera à 8h40. Votre signature Europe 1 du jour, Eugénie Bastier nous parlera de la jeunesse d'aujourd'hui. Génération fragile, nous dira Eugénie à l'appui d'un sondage. De quoi rêvent-ils les jeunes? Pourquoi sont-ils si différents de leurs parents et grands-parents? On verra ça juste après la grande interview Europe 1 CNews. Jordan Bardella est l'invité de Laurence Ferrari dans un instant sur Europe 1.